Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la franc-maçonnerie en Limousin, ses valeurs, son fonctionnement. C'est juste après le générique. La franc-maçonnerie fête cette année son tricentenaire en France. Cette société fermée fascine, intrigue ou exaspère selon les points de vue. Aujourd'hui, on va tout simplement aborder les questions que se pose le grand public à son sujet. Pourquoi s'engage-t-on aujourd'hui en franc-maçonnerie? En quoi consiste cet engagement? Quelles valeurs on y défend? Et puis, comment on en parle ou pas aux non-initiés? Pour cela, je reçois deux invités. Robert Couty, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de l'ordre, représentant du Grand Orient de France. Et Françoise Musy, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national de la Fédération française du droit humain. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été forcément facile d'ailleurs de monter cette émission, hein, il faut le dire. Certaines obédiences, comme le Grand Orient, sont peut-être plus enclines à communiquer que d'autres. Ce sera ma première question, Robert Couty. On parle de secret ou de discrétion quand on est franc-maçon? De secret, non. De discrétion, oui. Oui. Et vous savez pourquoi? Dites-moi. Vous savez pourquoi nous sommes secrets? Les francs-maçons, depuis longtemps, ont payé un lourd tribut, notamment dans les périodes les plus noires de notre histoire. La Seconde Guerre mondiale, par exemple. La Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a eu des déportations. Un simple chiffre qui va vous éclairer tout de suite. Le Grand Orient de France, que je représente ici, avant la guerre, juste au début de la guerre, on était 30 000. 30 000 frères. En France. En France, en France. À la fin de la guerre, il en restait 7 000. Donc, dans les wagons plombés qui partaient dans les camps de la mort, il y avait les juifs, il y avait les communistes et il y avait les francs-maçons. Voilà la discrétion. Mais par contre, c'est fini. Je crois qu'on est de plus en plus enclin à monter des expositions, des conférences publiques. Il y a des ouvrages partout, il y a des articles partout. Oui, on va en parler d'ailleurs. Voilà. Françoise Musy, vous êtes d'accord? Il y a quand même une forme d'ouverture qui se met en place? Tout à fait. Je rejoins bien les propos de Robert. On peut parler de discrétion, effectivement, puisqu'on ne dévoile pas ce que l'on fait. Pour autant, il y a des communiqués, Nous, on va même jusqu'à faire des cafés maçonniques. Donc, c'est-à-dire on ose aller dans des cafés pour pouvoir inviter des profanes, on appelle des non-initiés, et on discute à bâton rompu avec eux pour montrer ce qu'est la franc-maçonnerie. Alors, vous évoquiez les chiffres de la guerre, Robert Couty. Pour les chiffres actuels, c'est pas forcément évident de les avoir. Selon le blog de François Coche, qui est journaliste à l'Express, en 2014, il y avait 2 millions de francs-maçons dans le monde, 175 000 en France, où il existe 22 obédiences. Concernant le Limousin, on parle de 2000 à Limoges, on parle de 250 en Creuse. Ça vous paraît crédible, ça ? Oui, c'est tout à fait crédible. D'ailleurs, je connais ces chiffres-là. Il y a eu un article, cet extrait de Franc-maçonnerie Magazine, d'ailleurs, en 2014. C'est actuellement environ 2000 à Limousin. Ouais. Oui. Le Limousin est vraiment une terre de franc-maçonnerie. On le dit beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous savez, le Limousin, c'est une vieille terre de lutte, une terre d'utopie, une terre de résistance et de franc-maçonnerie. Mais enfin, on en reparlera peut-être dans les... Je ne suis pas un spécialiste, moi, de l'histoire. Hein. Oui, mais on va parler d'aujourd'hui, justement. On va parler de votre parcours à vous, de votre engagement, parce que c'est la première question qu'on se pose quand on pense aux francs-maçons. Comment ça commence? Comment ça débute? Pour vous, ça a été quelle expérience? Est-ce qu'il y a une cooptation, une rencontre au départ de cet engagement-là? La plupart du temps, ça se passe par une rencontre, par une cooptation, oui. Mais actuellement, j'observe que de plus en plus, notamment des jeunes, viennent spontanément vers nous parce qu'ils ont vu une émission à la télé, parce qu'ils ont écouté France Culture le dimanche matin, parce qu'ils ont lu un article dans le journal. Et ils viennent spontanément, ils écrivent au Grand Orient de France. C'est ce que nous appelons les candidatures spontanées. Mais le gros quand même du recrutement, c'est la cooptation par les frères et les sœurs. Les sœurs, comme vous, donc. C'est la même chose dans notre obédience. C'est surtout la cooptation, mais on a aussi des profanes qui
viennent directement, qui s'inscrivent sur notre site internet. Et pour preuve, je les gère, donc je sais qu'il en arrive beaucoup, voire des très jeunes. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils vont voir ces sites-là et ils regardent les émissions, puisque les conférences sont diffusées en direct et en podcast. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de visites et tous les communiqués sont aussi sur les sites et on s'aperçoit le nombre de... On peut mesurer le temps de lecture, on peut mesurer le nombre de lecteurs et c'est assez impressionnant. Et alors, faire acte de candidature, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça veut dire qu'on va être intronisé? Pas forcément. Il y a des critères, je suppose, qui doivent être différents en fonction des loges ou des obédiences. Comment ça se passe, Robert Couty, chez vous? Des critères, oui. Comment ça se passe? Bon, d'abord, on écrit une lettre pour exprimer son souhait de rejoindre les francs-maçons. Mais c'est un parcours difficile. Je vous préviens, c'est pas facile d'y rentrer. Hein. C'est initiatique un peu. L'initiation va arriver après. Hein. Mais la première phase, c'est donc le contact. Il y a des enquêtes. Nous avons 3 enquêteurs qui vont visiter donc les postulants. Nous nous renseignons. Alors les critères, il n'y a pas de réponse attendue, si vous voulez. On peut être franc-maçon, on peut être chrétien, on peut être athée, on peut être de gauche, on peut être de droite. Sauf peut-être les extrêmes. Oui. Et nous essayons justement de bien repérer ces extrêmes qui pourraient vouloir infiltrer. Avec le Rassemblement national, voilà. C'est pas... Par exemple, voilà, c'est pas... On essaiera quand même... Il y a certaines loges qui refusent. Ah mais on refuse, on refuse tous. Mais on se méfie, parce qu'il y a des petits malins qui aimeraient bien parfois pouvoir entrer sans se faire remarquer, pouvoir infiltrer la franc-maçonnerie. Françoise Musy, les qualités dont il faut faire preuve, quelles sont-elles ? À proprement parler, je ne sais pas si on peut définir un certain nombre de qualités. Je pense que tout premier abord, la sincérité me paraît l'essentiel. Je pense que si on est sincère dans notre démarche, parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend. Je veux dire, la personne qui vient frapper, qui envoie sa lettre de motivation, elle ne sait pas ce qui l'attend derrière. Moi, ça a été mon cas. Ben justement, ça a été une surprise vraiment totale. Ça peut être plus qu'une surprise. Je pense qu'on s'est chargé d'émotions parce qu'on ne s'attend pas du tout, même si on sait, même si on va lire, même si on regarde des émissions. Quand on le vit, on ne s'y attend pas. Et il y a un grand effet de surprise et ça fait travailler les émotions et c'est quelque chose de très chouette quand même. Il y a un documentaire qui sera diffusé lundi sur France 3 à propos de ça, on va en parler tout à l'heure et donc les personnes racontent effectivement la cérémonie, c'est-à-dire qu'on est assis, les yeux bandés, hein, c'est ça, et on doit répondre à des questions en fait. Ah oui, ça c'est la première phase, là, c'est ce qu'on appelle le passage sous le bandeau. Vous faites allusion à ça, je suppose. Oui. Ça, c'est avant d'être initié. Hein. C'est un premier contact, en fait. C'est la première fois qu'on reçoit donc les profanes et qu'on les interroge. Alors, il n'y a pas de réponse attendue. Ce qu'on essaie de juger, c'est la sincérité, oui, ce que disait Françoise, la sincérité des postulants. Comment on fait ça? Ça ne doit pas être simple. C'est pas simple, non. Mais bon... Le fait d'être plusieurs, d'être en groupe, justement, ça apporte une richesse de questionnement, peut-être ? Évidemment. Tous ceux qui sont présents peuvent poser des questions. Mais auparavant, il y a eu les enquêtes aussi. Donc, qui sont écrites, qu'on a entendues, puisqu'elles ont été lues. Et donc, le but du jeu, c'est peut-être de faire préciser certains points qui pouvaient être flous, et voir aussi si... le candidat n'est pas incohérent, s'il ne dit pas parfois le contraire de ce qu'il avait dit avant. Voilà. S'il a eu des problèmes avec la justice, par exemple, ça peut être quelque chose... Ah, c'est autre chose, ça. On demande aussi un extrait de casier judiciaire. Oui. C'est encore une autre... Non, c'est pas simple. Hein. Oui, c'est pas simple. Et alors, une fois qu'on devient frère ou sœur, comme vous l'êtes vous depuis de nombreuses années maintenant, il y a un travail donc à fournir. Hein, c'est le principe aussi. On planche, c'est ça qu'on dit, Françoise Musy. C'est de là que vient le terme, d'ailleurs. Plancher, oui, c'est travailler. Mais travailler, c'est un grand mot. C'est un grand mot, je veux dire. On rentre pas en franc-maçonnerie pour être assis sur des sièges. Hein, c'est pas du tout ça. On vient donc, certes, pour travailler, mais le premier travail, moi, je vais dire, pour un franc-maçon, c'est le travail sur soi, en collectif, avec les autres. Et donc, on travaille à se perfectionner soi-même, donc à perfectionner l'humanité. On tend, puisqu'on a des propos, on travaille au progrès de l'humanité. Donc, ça commence déjà par ça, le travail sur soi-même. Après, on a des planches. On travaille sur des planches qui sont des thèmes ou des sujets sur du symbole, ce qu'on appelle le symbolisme,
ou bien des planches sociales ou sociétales, voire historiques. Et ça, ce sont des thèmes que chaque personne choisit de manière personnelle, en fonction de ses aspirations, de ses souhaits. C'est-à-dire, je pense à des thèmes de société actuelle, la PMA, l'éthique, des choses comme ça. Ça peut être on peut très bien le choisir pour personnellement le travailler, puisqu'on a envie de le faire. Et ça suscitera après une présentation donc en groupe et discussion autour du travail. Et c'est un enrichissement, puisque les uns vont apporter des idées ou des contre-idées, et c'est ce qui va en fait fournir la production d'un superbe travail, je veux dire. C'est vraiment... Très intéressant. Oui. Pour vous, les symboles sont importants, hein, on en parlait. On va faire un petit peu de pédagogie. On va voir le symbole du Grand Orient, d'abord Robert Couty. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un compas, il y a une équerre. Qu'est-ce que signifient tous ces signes pour les francs-maçons ? La franc-maçonnerie, c'est une institution qui travaille avec des symboles. Alors, c'est important, les symboles, parce que les symboles, par définition, sont polysémiques. Et justement, c'est pour ça que nous utilisons une démarche symbolique. Le symbole ne vous donne pas une vérité définitive et figée. Alors là, l'équerre, le compas, oui, ça c'est ultra connu. Toutes les obédiences l'utilisent. C'est la rectitude, c'est la mesure, etc. C'est aussi un petit peu l'histoire, parce que nous sommes un petit peu ancrés sur la tradition des métiers, de la pierre, etc. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres symboles. Vous voyez aussi sur ce logo-là ce qu'on appelle une chaîne d'union, qui symbolise l'union de tous les francs-maçons sur toute la surface de la Terre. Une forme de fraternité. La fraternité, c'est un mot fondamental aussi, bien sûr. Alors, même question pour vous, Françoise Musy. Vous représentez la Fédération du droit humain. Donc, c'est une obédience qui est mixte. C'est sa particularité Alors, le droit humain, c'est la première, je vais dire ça comme ça, je pense que mon frère comprend, c'est la première obédience mixte. En fait, fin 19e siècle, il n'y avait que des hommes francs-maçons. Et donc le frère Georges Martin ne pouvait pas concevoir qu'une humanité, il manquait la moitié de l'humanité. Donc il a commencé par initier une femme qui était donc Maria de Rème, journaliste engagée et militante des droits de l'homme et des droits de l'enfant et de la femme. Et avec d'autres initiations maçonniques de sœurs, enfin de femmes et d'autres frères, ils ont créé donc le droit humain, l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Je pense que il faut le relier à l'histoire. Donc c'était pour permettre aux femmes de pouvoir gravir tous les grades ou les degrés, puisqu'on sait qu'en maçonnerie, il y a, selon les obédiences, mais bon, pour la nôtre, il y a 33 degrés. Et le fait de créer un ordre maçonnique mixte international permettait à une sœur de pouvoir gravir tous les échelons. Alors, il y a, en dehors des symboles, il y a aussi des valeurs, évidemment, hein, au sein de la franc-maçonnerie. On va voir une image, cette fois, du temple de Guéret, avec cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi elle est importante pour les francs-maçons, cette devise ? Elle est même essentielle. Mais c'est la devise de la République, c'est la devise des francs-maçons depuis tout le temps. La fraternité, pour nous, c'est le ciment qui nous unit tous. Et nous travaillons constamment à la réaliser. Les francs-maçons sont soucieux du respect de la liberté. Et je crois que ça, c'est déjà un point. La liberté qui engendre, bien sûr, la fraternité. Et je crois que c'est un point essentiel. C'est un point qui n'est pas forcément... qui est malmené en ce moment, justement. Vous le ressentez en tant que franc-maçon aujourd'hui, que certaines valeurs sont peut-être en danger ? On le ressent, oui, bien sûr. On voit bien les mouvements sociaux qui apparaissent partout, nous montrent bien que l'égalité, même si elle est écrite sur les frontons de nos édifices, elle est loin d'être réalisée. Et la liberté, bien sûr, la fraternité, c'est un combat permanent depuis des siècles. C'est jamais acquis, c'est ça que vous dites ? C'est jamais acquis. Oui. Et c'est ça le travail de la maçonnerie. Alors, pour en savoir plus, je le disais tout à l'heure, je vous conseille également un documentaire qui sera diffusé lundi soir après le Soir 3. Il s'appelle « Le charme discret de la franc-maçonnerie ». C'est une coproduction de France 3 Nouvelle-Aquitaine dans laquelle on peut entendre, vous le verrez, de nombreux Limousins. Ils évoquent notamment l'influence réelle ou supposée des fameux réseaux maçonniques. On en regarde un extrait et on en parle après. Au milieu du XVIIIe siècle, à Bordeaux ou à Limoges, la maçonnerie était plutôt réservée à l'élite.
ceux qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, malgré sa plus grande diversité, elle compte toujours dans ses rangs des personnes influentes. Alors comment se passent en loge ces rencontres entre des hommes et des femmes qui peuvent venir d'horizons très différents ? Alors bien sûr on parle de 2000 francs-maçons à Limoges, toutes obédiences confondues, avec la nécessaire appartenance à une loge maçonnique pour influer dans le tissu social. Je ne pense pas que ça soit vrai. Par contre, il y a un véritable intérêt pour la franc-maçonnerie locale. C'est une ville avec des gens qui ont envie sans doute de retrouver des endroits où on peut discuter en toute sérénité, en toute tranquillité des différents sujets qui font la vie d'un homme. Alors c'est vrai qu'il y a des élus locaux en loge et que ces élus locaux peut-être peuvent avoir une influence sur certaines personnes. Mais nous sommes libres en franc-maçonnerie, on peut dire non aussi. On peut dire non à l'élite locale. On peut dire non, je ne ferai pas ce que tu me demandes au prétexte que tu es X ou Y, que ce soit médecin, ou que ce soit universitaire, ou que ce soit conseiller général ou maire de ma commune. Moi je te dis non, je ne le ferai pas, parce que ce ne sont pas mes convictions, parce que ça me blesse, même que tu me poses cette question, etc. C'est ça aussi qu'on construit en franc-maçonnerie, c'est la liberté. Alors Patricia Cohen en parlait, on va être clair. Est-ce que par exemple être franc-maçon c'est un atout quand on fait de la politique, Robert Couty ? On le dit beaucoup, est-ce que c'est vrai ? Vous savez, il y a beaucoup de légendes urbaines, on va en parler aussi d'ailleurs. Oui. Beaucoup. Non, il se trouve que quand on est franc-maçon, on est engagé. Et quand on est engagé, on peut être engagé dans différents secteurs. Et c'est pour ça, sans doute, que quand on défend la liberté, l'égalité, le progrès de la société, l'égalité des femmes et des hommes au niveau des salaires, des choses comme ça, il est normal que le franc-maçon, qui défend ces valeurs-là, s'engage aussi dans la cité. Mm-hmm. Vous savez, nous avons énormément, dans nos obédiences, nous avons aussi des commissions nationales qui travaillent sur des points qui pourraient paraître politiques. La bioéthique, le développement durable, des choses comme ça. On dit qu'il y a des loges de droite, des loges de gauche, par exemple. C'est vrai ? Là aussi, il y a une part de légende. Bon, écoutez, moi, j'ai pas envie de parler la langue de bois. Moi non plus. Quand on parle, il y a déjà quelque chose qui me gêne dans la façon dont vous dites la franc-maçonnerie. Oui, dites-moi. C'est le singulier. Ah, les francs-maçons, donc. Le singulier, non. Je dirais le singulier parce que pour moi, alors je ne sais pas si ma sœur va être d'accord avec moi, mais je pense que nous ne sommes pas très loin. Pour moi, la franc-maçonnerie est plurielle quand même. Mm-hmm. Il y a une franc-maçonnerie adogmatique. Je dis bien adogmatique. Oui. Je crois que l'un et l'autre, nous sommes dans ce courant-là. Mm-hmm. C'est-à-dire une franc-maçonnerie qui refuse tous les dogmes. Sans prosélytisme. Mm-hmm. On peut être de droite, chez nous, on peut être de gauche, on peut être chrétien, on peut être athée, on peut être musulman. L'important, c'est le débat d'idées, c'est phosphoré, c'est ça ? Mais c'est une maçonnerie adogmatique. Mm-hmm. On considère que la religion, par exemple, c'est la sphère privée. Oui. Pas la sphère publique. Et à côté de cela, il y a aussi une maçonnerie qui n'est pas dogmatique. Alors c'est encore plus vrai peut-être si on va outre-Manche ou bien outre-Atlantique, mais c'est vrai aussi en France. Il y a des obédiences qui demandent à leurs membres de croire en une puissance révélée, un Dieu... Spirituel. Voilà. Spirituel, je ne dirais pas ça. D'accord. Parce que la spiritualité, c'est aussi notre quête. Mais une spiritualité laïque, ça peut vous surprendre. Oui. Françoise Musy, est-ce que c'est réservé à une élite, la franc-maçonnerie, ou c'est une idée préconçue, ça ? Je pense que c'est une idée préconçue. Au jour d'aujourd'hui, n'importe qui peut, enfin je veux dire n'importe qui étant de bonne mœurs, peut prétendre rentrer en franc-maçonnerie. Actuellement, on voit moi j'ai vu un jardinier rentrer, a été accepté et il travaille, il fait un très beau chemin, ou un paysan, pourquoi pas. Je veux dire, l'important en franc-maçonnerie, c'est de pouvoir émettre ses idées, d'être libre dans ses convictions et de pouvoir échanger et en s'appuyant bien sûr sur nos fondamentaux. Il ne s'agit pas d'outrepasser tous les fondamentaux de la franc-maçonnerie, sinon on n'a pas lieu d'être là, en fait. On parlait tout à l'heure de fraternité, voire de solidarité, même entre les frères et les sœurs. Si je me fais l'avocat du diable, je vous donne un exemple très concret. Un entretien d'embauche avec 2 personnes, s'il y en a une qui est un frère ou une sœur et pas l'autre, est-ce qu'il va y avoir une forme de solidarité, par exemple ? Est-ce que la question se pose selon ces termes ou pas ? Non. Non. C'est pas du tout à ces termes-là.
Ça ne doit pas À transparaître. compétence égale, peut-être, je ne sais pas, hein, mais vous savez, dans n'importe quelle association, vous êtes dans une association de parents d'élèves. Par exemple. Vous avez besoin d'un plombier, vous en connaissez un, vous allez peut-être l'appeler. Hein, mais ça ne va pas au-delà. Hein. Ça ne va pas au-delà. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas... Vous savez, il y en a aussi qui pensent qu'on rentre en maçonnerie pour faire du business. Non. Oui, on Je dit vais que c'est vous bon faire- pour les affaires. Je vais vous faire une confidence. Ceux-là, ils n'y restent pas longtemps. Tout à fait, je partage complètement. Par contre, moi, ce que je dirais, c'est que quand on a été initié franc-maçon, je pense que ça transforme l'être humain. Oui. Et dans notre façon de travailler, je pense que si on compare la façon de travailler avant et après, je parle du monde professionnel, je pense qu'on est quand même un peu différent. Et c'est difficile à décrire parce que ça, c'est personnel. Mais ça a une incidence sur l'individu. Vous, par exemple, ça vous a changé en quoi? Je saurais même pas le dire, mais je sais pertinemment que ce que j'étais avant, c'est plus la Françoise d'aujourd'hui. Et je sais que dans mon travail, ça s'est ressenti. Je pense qu'on a un esprit d'ouverture, un état d'écoute, on est dans une autre dimension. Et je crois que c'est en travaillant, déjà ce travail qu'on fait sur soi-même et avec les autres, qui nous font grandir quelque part. Je veux dire ça entre guillemets, mais c'est un petit peu ça quand même quelque part. Alors, on parle aussi, là je me fais à nouveau l'avocat du diable, de réseau et de copinage, entre guillemets, ce qui peut amener parfois à des affaires de corruption. Il y en a eu dans le milieu de la franc-maçonnerie. Ça reste marginal selon vous et c'est vraiment dommageable pour l'image de cette confrérie? Bien sûr que c'est dommageable. Mais c'est marginal, bien sûr aussi. On ne peut pas généraliser parce qu'on n'a pas la vertu pour tous les francs-maçons. On peut toujours en trouver un qui va franchir la ligne blanche. Hein. De même que quand on voit l'Église qui est actuellement malmenée, on ne peut pas généraliser non plus parce qu'il y a un prêtre qui est pédophile. On ne va pas généraliser à tous les prêtres, ouais. à toute l'Église. C'est la même chose. Mais ça reste marginal, oui. Et bon, je crois que le Grand Orient de France, de ce côté-là, on est plutôt tranquille. Vous voyez les unes de magazines qui Oui, je sont vois là. bien, oui. Ça fascine Oui. depuis très longtemps. On sait que c'est un thème qui fait vendre la presse en général. C'est ça, surtout. Alors, c'est plutôt ça. le secret ou la discrétion, selon comment on le dit, ça alimente aujourd'hui la thèse des complotistes qui sont particulièrement virulents en ce moment. Vous le constatez, ça? Vous essayez de vous battre contre cette idée qu'il y aurait un complot maçonnique général, Françoise Musy? Je pense que quand il y a des événements dans la société, on fait des communiqués, on prend des positions, on a une voix, on a une parole, et qui est toujours basée sur les fondamentaux. Donc, ça déjoue quand même un petit peu les choses. On n'est pas non plus... Et je pense que c'est aussi... Ce complotisme, je pense, est quand même en lien avec le secret. Et si on déjoue un petit peu ce caractère secret, je veux dire, il n'y a pas de complotisme. Enfin, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Hein, je pense que ça, c'est dans les têtes aussi. Oui. Vous êtes d'accord? Mais c'est vrai que la presse, quand elle fait ses unes, c'est aussi, c'est aussi pour booster les ventes. Hein. Oui. Bon, on peut le dire. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission, un peu moins de 5 minutes. Le but, quand on est franc-maçon, finalement, parce que c'est aussi l'œuvre d'une vie presque, ça fait longtemps que vous êtes, vous, membre de la franc-maçonnerie, Oui. des francs-maçonneries, Oui. Robert Couty. Quel but vous poursuivez avec cet engagement-là? Mais on travaille à l'amélioration de l'espèce humaine, de l'homme, et de soi-même d'abord, pour commencer. Je crois que notre sœur Françoise l'a bien dit. On travaille d'abord sur soi. Si vous voulez, la grosse différence qu'il y a entre les politiques et les francs-maçons, le politique ou le syndicaliste, il va dire on prend une parcelle de pouvoir tout de suite pour changer le monde de même, par une loi, Nous pensons au contraire qu'il faut d'abord changer l'individu pour changer le monde. Donc, c'est pas en opposition, c'est complémentaire les deux. Hein. Mais voilà, c'est d'abord travailler sur soi pour changer le monde. C'est difficile, ça? C'est difficile, mais c'est travailler aussi avec les autres. Parce que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Et pour progresser, pour se bonifier, on a besoin des autres. Et la maçonnerie, en gros, pour moi, c'est une école, avant tout. Une école d'écoute, de respect. Et l'écoute, c'est quelque chose de très fort en maçonnerie. Françoise Musy, vous concernant? Oui, moi, je suis rentrée à l'âge de 39 ans. Oui.
Donc, Vous aviez fait votre chemin déjà avant. et voilà, j'ai voulu donner un sens à ma vie, donc je suis rentrée à 39 ans, donc j'y suis toujours. Donc je pense que ça correspond à quelque chose de bien précis pour moi, certainement, mais c'est très personnel. Maintenant, ce que je voulais rebondir sur ce que disait notre frère, on travaille aussi collectivement, mais pas pour avoir une incidence sur la vie extérieure. Je veux dire, on a des commissions, et dans les commissions, on a souvent des experts, donc des francs-maçons pointus sur des sujets, et qui contribuent à faire avancer des lois, ou à faire avancer des lois, je veux dire, ou des débats de société. Voilà, exactement. Donc déjà, on a toute notre place parmi la société. Et alors, est-ce qu'on peut quitter les francs-maçons ? Est-ce qu'il y en a qui quittent Est-ce que les effectifs sont stables ? Comment ça se passe, Robert Coutty, en ce moment ? Ça progresse. Ça progresse. Oui, la franc-maçonnerie, au Grand Orient, je vois qu'il y a une progression. Avec quelque chose qui est un peu nouveau, c'est l'arrivée forte des femmes en maçonnerie. Parce que le Grand Orient n'est pas une obédience mixte comme le droit humain, mais c'est une obédience qui permet aux loges d'être mixtes si elles le veulent. Elles le choisissent. Il y a des loges qui sont mixtes, la mienne est mixte par exemple, d'autres qui ne le sont pas. Chez vous, le droit humain, En effectif, nous sommes 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes, mais depuis très longtemps, puisque chaque année, ça ne bouge pas vraiment. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui rentrent. Et c'est un peu plus difficile pour eux parce qu'il y a le problème de la mobilité professionnelle. Oui. Et quand on rentre en loge, il faut pouvoir être assidu pour pouvoir travailler sur soi avec les autres. Et ce phénomène de mobilité professionnelle ne leur permet pas toujours d'être assidus. Et ça, c'est quelque part un petit handicap quand même pour eux. Et quand on quitte la franc-maçonnerie... C'est très facile. C'est facile, oui. On quitte plus, c'est plus facile de quitter la maçonnerie que d'y rentrer. Oui, ça, oui. Oui, et ça arrive. Bien sûr. Bien sûr. Pour quel type de raisons, par exemple, Pour variées ? des raisons variées, parce que certains se rendent compte qu'ils n'y trouvent pas leur compte, ou bien pour des problèmes financiers aussi, faut le dire. Parce que les problèmes n'ont pas du temps, des problèmes professionnels, parce que... Voilà. Mais oui, il y en a qui partent. Oui, il y a un tas de raisons, c'est sûr, il y a un tas de raisons. On ne les empêche pas. C'est très facile, on fait sa lettre et demain, on n'est plus là. Je veux dire, il n'y a rien de plus facile. Il y en a qui reviennent même. Voilà. Ça, c'est sera le assez mot de la fin. encourageant. Parce qu'on peut démissionner et revenir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Dans un instant, ce sera le Flash Info avec Angélique Martinez. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit Gilles Legendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au grand débat qui se termine. Et maintenant, que se passe-t-il ? Nous tenterons de répondre à cette question avec plusieurs invités venus des 3 départements du Limousin. D'ici là, très bonne semaine à tous.